On en vient à nos délibérations qui concernent les questions d'urbanisme et de logement et qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'inscriptions. La première délibération, la DLH 247, réalisation 79 rue Béliard, d'un programme de rénovation et d'amélioration de la qualité de service de 32 logements sociaux par Emmaüs Habitat n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée. Et la parole est à Éric Ellers concernant la DLH 279 et peut-être un certain nombre d'autres si vous souhaitez, comme vous voulez. Ce que je pourrais vous proposer, Monsieur le maire, j'ai envoyé un certain nombre de questions à Monsieur Gonzalez, notre rapporteur. Et donc, si vous en êtes d'accord, d'avoir un échange plus interactif, je pose les questions, je réponds et je fais le corps de mon intervention, comme vous le souhaitez, sachant que je n'abuserai pas des temps de parole, comme vous le savez. Mario. Même si nous entrons dans le tunnel des délibérations logement. Allez-y. Alors, sur la première, je n'ai pas de questions. Donc nous n'inaugurerons pas cette formule nous voterons contre, comme le souffle mon collègue Rudolf Granier, puisque s'il s'agit d'un achat en vue d'un conventionnement pour une somme assez rondelette, puisqu'elle est à plus de 9 millions d'euros, dans un contexte de très fort endettement, pas de création de nouveaux logements, nous n'agréons pas ce programme. Je vous remercie. Merci Mario. Le 119, Raymond ? Non, pas d'observation particulière. Enfin, c'est classique. On est sur du classique. Juste peut-être vous préciser, Monsieur Ellers, parce qu'à chaque fois ce raisonnement m'étonne, c'est que certes il n'y a pas de création de logements, mais on agrandit le parc social, c'est-à-dire que ce sont des logements qui vont être conventionnés, donc qui vont devenir plus accessibles et qui donc vont permettre soit aux familles qui sont présentes de rester dans les logements, soit à de nouvelles familles d'accéder à des logements à un meilleur prix. Donc il n'y a pas de création positive de logements, vous avez raison, mais il y a néanmoins création de logements sociaux, c'est ce que l'on vise. Certes, c'est le seul cas où en effet ça pourrait présenter un intérêt avec une création de logements, c'est s'il y avait beaucoup de résidences secondaires mais je pense que c'est un cas qui est quand même relativement rare, voilà, dans notre arrondissement, dans ce type de bâtiment, sauf exception. En tout cas, c'est vu le rapport entre le coût-avantage qui nous semble très défavorable. Alors, je vais mettre aux voix cette délibération. Je ne partage pas le raisonnement que vous venez de faire, parce qu'il oublie un élément essentiel. C'est qu'aujourd'hui, à Paris, le logement privé n'est plus accessible aux familles de la classe moyenne. Et donc, votre raisonnement se tiendrait si le parc privé permettait de répondre à la demande en logement locatif ou d'ailleurs en achat des familles parisiennes. Or, l'explosion des coûts de l'immobilier dans toutes les grandes métropoles en Europe et en France, puisque la situation qu'on connaît à Paris, quand on en parle avec nos homologues à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse ou à Nice, ils la vivent. Il n'y a pas d'exception parisienne sur la crise du logement. La crise du logement, elle concerne 100% du pays et 100% des grandes métropoles dans lesquelles les familles de la classe moyenne, je ne parle même pas des familles des catégories populaires, de la classe moyenne, ne peuvent plus se loger. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous agrandissons le parc de logements dans lesquels les familles ou les couples, en fonction de la typologie des logements, peuvent se loger. Vous faites comme si le marché de l'immobilier n'existait pas, ou alors qu'il remplissait son office qui est de loger les Parisiennes et les Parisiens. Et c'est faux. Le marché privé à Paris, comme dans toutes les grandes métropoles, en France, en Europe, c'est vrai aussi en Asie, et c'est sans doute vrai, mais je connais moins la situation en Amérique du Nord, ne permet plus aux familles de se loger. Et on ne peut pas faire comme si ce fait n'existait pas. Et donc, ce que vous proposez de faire, en n'agrandissant pas le nombre des logements sociaux à Paris, c'est d'exclure, au fur et à mesure de notre ville, les familles des classes moyennes et populaires. Et moyennes et populaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons un exemple, on en connaît tous. Un couple avec 2 enfants, qui est composé d'un infirmier et d'une policière, ne peut pas, sauf à avoir un patrimoine familial extrêmement conséquent, se loger dignement dans le secteur privé à Paris, y compris, si je prends le 18e, dans les quartiers les plus populaires. Je ne dis pas que tout le monde a vocation à habiter avenue Junot,
mais y compris à la Chapelle, à la Goutte d'Or ou à la Porte de Clignancourt dans le parc privé. Et c'est à ça que nous voulons répondre. Et le marché n'y répond pas. Alors c'est vrai, les prix baissent. Enfin, ils étaient tellement hauts que jamais, ou peut-être un jour ça arrivera, on sera très heureux. En tout cas, pas dans un temps court. Et donc si nous voulons que la famille que je vous décris, comme n'importe quelle autre, puisse continuer à habiter à Paris, alors il faut faire la politique du logement que nous faisons, et notamment voter cette DLH 279 que je vais voter moi avec beaucoup de plaisir, en vous demandant donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et on en vient au 92 de la rue du Mont-Cenis, et la parole est d'Éric Ehlers. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'un dossier que nous avons déjà étudié en mars 2023 avec la DLH 61. À l'époque, notre rapporteur, Mario Gonzalez, nous avait indiqué qu'il y avait une estimation de travaux de 500 000 € sur ce programme, dont le prix d'acquisition était de 6 800 000 €, qui est un immeuble tout à fait de belle facture, qui donc n'a pas besoin de rénovation particulière, qui n'est pas dans une situation d'insalubrité et qui n'est pas non plus équipé d'ascenseur. Donc il s'agit d'une acquisition en vue d'un conventionnement. Or, que découvre-t-on avec cette deuxième délibération, qui est un peu la délibération finale, qui va clôturer le dossier avant qu'il ne vive sa vie d'immeuble conventionné? C'est que les travaux vont coûter 4 fois plus cher, à savoir près de 2 millions d'euros, 1 934 000 pour être précis. Ce qui porte, malgré une surface qui a été réévaluée à 800 mètres carrés au lieu de 778, un prix de revient au mètre carré de 10 914 €. On est bien au-dessus du prix du marché pour un immeuble qui en plus n'a pas d'ascenseur. Donc moi, je n'achète pas. Voilà. Et nous voterons contre ce projet. Mario Gonzalez. Et j'avais les questions justement sur l'étiquette énergétique, puisque c'est une préoccupation qui va faire l'objet de nos échanges dans les délibérations à venir. Alors, juste, vous avez un raisonnement qui encore une fois, est faussé. Une fois, je vous avais dit, on va ouvrir une agence immobilière. Je disais ça en rigolant, mais parce que vous avez vraiment un raisonnement d'agent immobilier. On n'est pas agent immobilier et on n'est pas un propriétaire rentier, la ville de Paris. On met une politique de logement au service de la solidarité pour permettre, comme l'a dit le maire, aux classes moyennes et populaires de rester à Paris et de se loger à Paris. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent à Paris, qui n'ont pas forcément le revenu et qui veulent habiter près de leur lieu de travail. Donc, c'est ça notre politique. Donc à partir de là, quand vous dites 10 000 € du mètre carré, vous n'achetez pas, vous savez quoi, je suis fier, moi, de payer 10 000 € du mètre carré un immeuble, de financer à 10 000 € du mètre carré un immeuble pour permettre justement à des familles d'y vivre dignement et dans les meilleures conditions possibles. En ce qui concerne la différence du montant des travaux, elle s'explique tout simplement par le fait que lorsqu'on préempte, vous avez une première étude, mais qui est une étude extrêmement simple, puisque le but, c'est quand même d'abord d'évaluer, d'avoir l'avis des domaines, mais on n'est pas dans quelque chose de très précis. Là, en l'occurrence, il se trouve qu'il y a une évaluation qui est faite ensuite par les services du bailleur. Parfois, effectivement, les travaux tels qu'ils étaient prévus initialement s'avèrent être plus élevés, mais comme vous le savez, et d'ailleurs le descriptif de travaux le montre très bien, ce que l'on vise, c'est toujours l'excellence. L'excellence au niveau de la performance énergétique, on va en parler bien sûr, des services et de la qualité des appartements. Voilà, donc ça coûte ce que ça coûte, nous les investissons et nous sommes fiers de le faire. Donc 10 000 €, vous savez quoi, moi, j'achète. Merci beaucoup et j'ajoute que si nous ne sommes pas des agents immobiliers, et heureusement, nous sommes quand même, nous ou nos bailleurs, des propriétaires. Et d'ailleurs, j'invite chacune et chacun à évaluer l'impact qu'il pense que la dette de la ville de Paris a sur son patrimoine, ce qui nous permet d'être extrêmement à l'aise sur le taux d'endettement de la ville de Paris. Et donc, je vais mettre aux voix le 92 de la rue du Mont-Cenis, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et on arrive au 165 ordinaire, location d'un immeuble à Élogie-Puciamp. La parole est à Éric Ehlers.
Oui, non, juste, je pense qu'en effet, il ne faut pas encore ouvrir l'agence immobilière parce qu'elle ferait faillite. Voilà. Et que, surtout à 11 000 € du mètre carré sans ascenseur, je ne suis pas certain que les candidats se bousculent. Donc là aussi, j'avais des questions sur le 165 rue Ordonnaire. L'immeuble comporte-t-il un ascenseur? Quels sont les travaux envisagés et pour quel montant? Et ainsi que les étiquettes énergie avant et après travaux. Sur ce que votre observation, oui, je comprends tout à fait que c'est des estimations, hein, le coût des travaux. Il est vrai que là, ça a quadruplé. Bon, ça c'est quand même pas rien. Voilà. Même si nous aurons une certaine indulgence sur le fait qu'il peut y avoir une marge, même si là, on n'était plus dans l'épaisseur du trait. Mario. Alors, je ne peux pas vous donner plus d'éléments. Alors déjà, je voudrais vous remercier, puisqu'effectivement, vous m'avez posé des questions en amont du conseil d'arrondissement, que j'ai répercutées au service, qui, voilà, on avait quand même une journée pour répondre, ces journées de rentrée en plus, donc c'était un petit peu compliqué de m'apporter des éléments complémentaires, mais néanmoins, j'ai bien transmis vos demandes et je vous transmettrai bien volontiers leurs réponses complémentaires. À ce stade, malheureusement, sur ce projet, je ne peux pas vous donner plus de détails que ceux que vous trouvez, notamment dans l'avis des domaines, qui est plutôt assez précis en ce qui concerne la nature des travaux. En revanche, ce sur quoi je peux vous répondre, c'est sur les étiquettes énergétiques, puisque vous m'avez posé la même question sur l'ensemble des délibérations. Et là, pour le coup, je vais vous remercier, Monsieur Hélas, parce qu'effectivement, je me dis pourquoi il me demande l'étiquette énergétique avant et après, puisque normalement, dans les délibérations, on retrouve systématiquement un petit tableau où on voit le avant et l'après pour montrer le gain énergétique. Surprise, effectivement, on ne retrouve plus ce tableau. Eh bien, sachez que j'ai fait répercuter ce problème au service concerné pour demander à ce que l'on retrouve à nouveau cette information, puisqu'elle nous est utile et elle est très importante, vous avez raison de le rappeler. Quand même, systématiquement dans les délibérations, on rappelle le gain énergétique escompté, généralement 40%, mais effectivement c'est une information qui manque et j'ai demandé à ce qu'elle réapparaisse pour les prochaines délibérations. Donc malheureusement, je ne peux pas vous donner l'information sur aucun des projets en ce qui concerne l'étiquette énergétique avant et après, sauf pour le 89 Lamarck, où là je peux vous dire pas mal de choses, mais on y viendra. Merci, et donc je vais mettre aux voix la DLH 286 qui est pour, contre, abstention, elle est adoptée. On en vient à une convention relative à la délégation à l'AP-HP de droit unique sur des logements de la ville de Paris, sujet très important, on parlait de l'hébergement à Paris des classes moyennes, typiquement les agents de l'AP-HP, et donc la parole est à Éric Ehlers, puis Christian Noré. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, c'était un débat que vous aviez commencé à entamer à l'ouverture de cet ensemble de délibérations sur le logement, qui est une question essentielle sur laquelle nous avons déjà pu discuter lorsque nous avons abordé la question des attributions de logements sociaux. Je vous avais fait part de notre souhait que dans les critères, il y ait une forte pondération des attributions pour les personnes qui sont utiles à la collectivité. Voilà. En disant qu'il fallait, certes, loger des personnes, comme le souhaite M. Gonzalez, et je le comprends et je partage également cet objectif, que les personnes qui sont dans une situation sociale qui ne leur permet pas d'accéder au marché, d'avoir des logements qui sont aidés par la collectivité, mais également les personnes donc, qui sont utiles, qui font fonctionner la ville. Et donc c'est le cas typiquement des personnes de l'AP-HP. Il faut également travailler des dispositifs similaires pour d'autres travailleurs clés. Il faut donc développer des dispositifs similaires pour d'autres travailleurs clés, et notamment ceux de l'éducation nationale qui n'ont pas accès au logement de fonction. Un certain nombre de personnels d'éducation nationale sont logés sur place, mais d'autres non. Je pense tout particulièrement aux infirmières scolaires, pour lesquelles il y a des difficultés de recrutement. Elles ont des salaires relativement peu élevés et l'éloignement de leur lieu d'habitation avec la capitale fait qu'elles ont tendance à ne pas postuler. Nous noterons que dans le cadre de cette convention, la catégorie la plus demandée, les PLAI, n'est pas concernée. Et enfin, je voulais ouvrir la réflexion que je lance à notre Assemblée sur le fait de développer la logique des logements de fonction, qui, elle aussi, est de nature à répondre à ces besoins et qui permet
d'avoir des personnes qui habitent à immédiate proximité de leur lieu de travail, ce qui est également un bénéfice en termes de transport et de non-saturation de notre réseau de transport. Nous voterons donc favorablement pour cette délibération qui va parfaitement dans le bon sens. Je vous remercie. Merci Mario Gonzalez. Oui, je pensais qu'il y aurait une question, mais je vois que vous votez favorablement. Juste, j'insisterai sur un point, c'est l'effort que va fournir la ville de Paris, justement pour les employés de la PHP, puisque ce sont au total 500 logements qui vont être réservés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les quotas de la mairie d'arrondissement et de la mairie de Paris, 500 logements vont passer en priorité par une commission qui sera celle de la PHP pour désigner des potentiels locataires. Donc c'est beaucoup, 500 logements. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous rappelle qu'à la mairie d'arrondissement, on désigne entre 100 et 150 logements par an. Rien que dans le 18e, qui est quand même un des grands arrondissements en termes de logements. Donc 500 logements, c'est beaucoup et c'est un effort considérable que l'on peut saluer. Merci, mais je salue bien sûr cette convention qui d'ailleurs a sans doute contribué à la relative détente et la capacité pour la PHP de rouvrir un certain nombre de lits. Je ne suis pas très convaincu par la tentation de vouloir faire de liste de ce qui, ou de plutôt qui est utile ou inutile à Paris, parce que au fond, celui ou celle qui fait la plonge dans nos restaurants ou qui livre les repas de ceux qui en commandent ne sont pas inutiles non plus. Et au fond, on aurait bien du mal à définir qui ne serait pas utile au fonctionnement d'une ville. Donc je déconseille l'utilisation de ce type de vocabulaire, mais surtout je dénonce la logique qu'elle induit, qui conduirait à considérer qu'il y a ceux qui mériteraient d'être des Parisiens, c'est-à-dire tous ceux qui ont les moyens de se le payer, et tous ceux qui ont les moyens de se le payer du logement définiraient comme étant utiles à quoi? À eux. Et ce n'est pas du tout la logique de la politique du logement que nous menons. Nous pensons qu'une ville est attractive si elle peut raisonnablement permettre à ceux et à celles qui souhaitent venir y habiter, de venir y habiter. C'est une différence fondamentale dans la vision que nous portons de la question du logement, et je voulais la citer parce que c'est important d'être au clair. Et c'est très bien heureusement qu'il y a des différences de vision politique entre les différents courants politiques, sinon il n'y a pas de démocratie. Mais je voulais pointer cette différence. Moi, je ne fais pas la liste de ceux qui méritent ou qui ne méritent pas d'habiter à Paris. Et en tout cas, je ne lis pas l'utilité d'un certain nombre de publics pour ceux qui auraient les moyens de se loger à Paris. Ce n'est pas ma conception des choses. Mais cela dit, je mets aux voix la DLH 287 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie. La DLH 292 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée et on arrive à la Cité Véron, 7-7 bis. Et la parole est à Eric Lers. Oui, merci. Un dossier que nous avons également vu en mars 2023 et qui avait fait l'objet d'une très belle unanimité puisque nous l'avions voté en raison du faible coût d'acquisition. Néanmoins, l'eau a coulé sous les ponts de la Seine et les coûts ont renchéri, les coûts des travaux notamment, qui font que le coût final n'est plus du tout au même niveau que celui qui apparaissait et qui était si attractif et qui, effectivement, pouvait justifier un achat en vue d'un conventionnement. Donc là, nous arrivons à un coût de 7 810 €, qui s'approche très fort des prix du marché, qui, comme vous l'avez souligné, Monsieur le maire, ont diminué entre-temps. C'est une espèce de crise des ciseaux. Aussi, sachant que, par ailleurs, il y a une petite incertitude sur le maintien de l'aspect extérieur du bâtiment, puisqu'il y a un projet d'isolation, même si c'est sous l'œil vigilant des architectes des bâtiments de France. Ce renchérissement du coût et cette incertitude patrimoniale fait que, cette fois-ci, malheureusement, nous briserons cette unanimité et nous voterons contre ce projet. J'avais également la même
réponse. Mais comme vous me dites que s'il n'y a que, je crois, sur la rue Lamarck que vous avez la réponse, je ne vous repose pas la question sur l'étiquette énergie. Je vous remercie. Merci Mario. Oui, même chose. Donc vous avez le même raisonnement, je vous fais la même réponse. Donc on n'est pas une agence immobilière, et donc effectivement, notre objectif est d'abord d'assurer la mixité et que cette mixité se passe dans les meilleures conditions possibles en termes constructifs et en termes de qualité de logement. Sur le ravalement des façades, vous l'avez vu dans l'exposé, effectivement, c'est sous réserve des ABF. Puisqu'effectivement on est dans une zone protégée des ABF. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit aparté sur cette question-là, sur les isolations thermiques par l'extérieur, puisqu'il y a une véritable évolution ces dernières années, d'abord de la Commission du Vieux Paris, qui est de plus en plus ouverte et qui travaille de plus en plus, notamment avec l'Agence parisienne du climat, sur les isolations thermiques par l'extérieur, parce qu'elles ne sont pas évidentes à Paris, puisqu'il y a quand même un élément patrimonial important, et on sent une évolution aussi des ABF sur ces questions. Donc ce sera un dossier que nous suivrons avec intérêt sur cette question-là. Merci beaucoup. Donc sur le 7 bis Cité Véron, qui est pour, contre, abstention, elle est adoptée. Je vous en remercie. On arrive à un dossier qu'on a suivi ô combien, puisqu'il concerne le 5 Oudon de Robert Planquette et 13 Le Pic, pour un programme d'acquisition-conventionnement avec la RIVP. Et la parole est à Éric Ellers, Daniel Prémel, puis Émile Meunier. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, j'ai été alerté relativement tardivement d'une autre logique qui est à l'œuvre sur ce dossier, qui est celle d'un établissement de restauration. Mais indépendamment de ce sujet, nous avons là, dans le cas de ce dossier, un coût de revient de 9 430 € au mètre carré, qui s'élève au niveau du prix du marché, qui fait que nous ne sommes pas favorables à cette opération. Voilà. Sachant qu'en plus, le fait qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, il y a une incertitude sur le fait que le restaurant puisse se réinstaller dans ces lieux. Voilà. Nous voterons donc contre cette délibération. Daniel Prémel, puis Émile Meunier. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Eh bien, nous pouvons que nous réjouir de soutenir cette délibération qui permettra, par un programme d'acquisition et conventionnement qui reste encore modeste, à une population aussi aux revenus modestes, d'habiter Montmartre, afin que peut-être la mixité de ce quartier reste. Car Montmartre doit renouer avec son quartier, avec son histoire populaire, loin des Airbnb. Il est important que ce quartier reste un quartier où les gens y vivent, y travaillent, y habitent. Alors la rue Planquette est un des exemples où nous avons vu disparaître des logements habités par des vieux Montmartrois et fermer un café fréquenté par de nombreux habitants au bénéfice d'un prédateur immobilier. Alors, gagner quelques logements, c'est ce que nous avons obtenu en nous appuyant sur une forte mobilisation, et je sais que les habitants de Montmartre resteront vigilants pour que nous puissions continuer à préempter des logements dans Montmartre. Je vous remercie. Merci. Émile Meunier. Merci Monsieur le maire. À mon tour, au nom des écologistes, je voudrais saluer l'action de la ville sur ce dossier, puisqu'il s'agit de lutter contre le fléau de la vente à la découpe. Lorsqu'il y a des immeubles qui se vendent en entier, certaines foncières les achètent, pas souvent d'ailleurs au prix du marché, les découpent en appartements individuels, négocient directement avec les gens qui sont dedans. Parfois les méthodes ne sont pas terribles, et puis une fois qu'ils ont dégagé tout le monde, pardon de l'expression, ils revendent chaque appartement. Des fois ils les ont divisés en deux aussi pour pouvoir revendre plus cher, avec une marge énorme. Et nous avons été alertés, et je tiens à saluer Stéphane Cachelin, qui est là, éminent citoyen de la butte de Montmartre, qui nous a alertés très rapidement pour nous décrier cette pratique.
Et la ville a tout de suite été réactive avec Yann Brossat et le maire du 18e. J'ai pu assister à des réunions pour tout de suite mettre fin à cette tentative. Comment on s'y est pris dans ce cas-là? C'est en fait par une négociation avec le nouveau propriétaire qui allait faire de la vente à la découpe, le rachat des appartements. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, le prix que j'ai, c'est 7 600 € du mètre carré. Dans du diffus à Montmartre, là, c'est une belle affaire. Peut-être que vous devriez revoir votre modèle économique pour votre agence. Ceci étant dit, la vraie arme pour lutter contre ce type de pratique, c'est la préemption. Et pour ça, il faut un compte foncier, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui soit suffisamment abondé pour pouvoir préempter quand les occasions s'y prêtent. Et c'est aussi le travail des écologistes et avec le reste de la majorité d'avoir augmenté le compte foncier. On est passé de 148 millions d'euros à 350 millions d'euros prochainement. Ce qui nous permet justement de pouvoir agir contre ces pratiques. Et ça, à mon avis, ça doit être salué. Un dernier point, enfin, pour répondre à Mario Gonzalez, qui a dit que sur la rénovation thermique par l'extérieur, la Commission du Vieux-Paris était en cours d'évolution. En tant que fier membre de la Commission du Vieux-Paris, je peux dire qu'elle a toujours été très progressiste sur ces questions-là. En revanche, ceux qui faisaient de la rénovation thermique y allaient parfois avec des gros sabots. On mettait une plaque de polystyrène, un coup d'enduit, on repeignait, et puis on avait un magnifique immeuble qui pouvait être défiguré. Donc c'est le rôle, et personne ne peut lui en vouloir, de la Commission du Vieux-Paris d'être vigilante. Et en revanche, et là où nous sommes d'accord, c'est qu'il y a un travail qui se mène maintenant avec l'Agence parisienne pour le climat, et souvent quand il y a des dossiers comme ça, il y a un travail commun, fécond, j'appelle ça, et qui permet, en gardant quand même les normes d'esthétique que l'on souhaite à Paris, de pousser aux porteurs de projets des innovations, de trouver d'autres façons de faire, et on arrive finalement à être à la pointe de ce qu'on peut faire en rénovation thermique du patrimoine historique. Et ça, nous pouvons en être fiers. Je vous remercie. Merci Christophe Gérard, puis pour répondre, Mario Gonzalez. Oui, rapidement, je voudrais ajouter mon grain de sel sur ce dossier, puisque, comme j'allais régulièrement dîner ou déjeuner à la Midinette, ce restaurant qu'on connaît, que l'on aime dans cette partie du 18e, j'ai été très impressionné de voir que, alerté par le directeur et Stéphane Cachelin, que je salue, qui est là, que j'ai vu tout à l'heure au début du conseil, que des travaux d'aménagement, de construction, de démolition se tenaient tout en ayant des habitants eux-mêmes dans l'immeuble. Alors je sais que le cabinet d'Éric Lejoindre a été extrêmement vigilant, extrêmement actif, extrêmement engagé, puisque même le premier adjoint, Emmanuel Grégoire, a été saisi, lui qui est chargé de l'urbanisme. Mais quand même de constater qu'un jour, c'était la chambre de son fils, M. Cachelin, qui, dans sa chambre, jouait et, entendant un marteau, voit des cravates tomber sur son lit. Une autre fois, c'est ce couple qui habitait le premier étage, âgé, handicapé, qui ne pouvait évidemment pas descendre dans l'escalier, qui n'était plus aux normes, puisqu'il y avait à la fois des échelles et avec une équipe d'ouvriers qui n'étaient sans doute pas aux normes du droit du travail. Enfin, tout ça, c'est des situations incroyables dans les années 2020 à Paris. Le droit du travail, le respect de la vie des gens, et puis de l'intégrité d'une histoire et des équilibres. Voilà, donc je pense, j'espère que vous prenez la bonne décision, mais moi ce que j'attends maintenant, c'est aussi que ce restaurant puisse revivre. Il était un lieu très important pour le quartier, que son propriétaire, son animateur, avec son équipe, il y avait aussi cette jeune femme chef qui travaillaient là, puissent aussi retrouver leur dignité, leur travail, leur passion, et puis faire revivre cette rue Robert Planquette qui est quand même amputée. Alors, je me souviens qu'à l'époque où je m'étais dit que c'était peut-être bien d'habiter par là, pour être près plutôt de cette vitalité, j'avais visité l'immeuble d'à côté, un studio au 5e ou 4e étage sans ascenseur, avec vue sur la Tour Eiffel. Était-il indiqué 12 000 du mètre carré. Donc nous avons grimpé les 5 ou 6 étages. J'ai profité d'un de mes fils pour monter un peu sur ses épaules pour regarder la vue sur la Tour Eiffel, dont on aperçait juste un tout petit bout, et l'appartement était juste immonde. Voilà, indigne.
Donc voilà, donc il y a vraiment des gens, je veux dire, dont le métier est d'appauvrir les pauvres et de s'enrichir sur je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mario González. Monsieur Ehlers, cette délibération, elle illustre, et les prises de parole qui ont précédé, elle illustre très bien le fait qu'en matière de politique publique du logement, votre seul critère ne peut pas être un critère financier, indépendamment de la politique que vous meniez. Et c'est une très belle illustration, ce cas, parce que, avant de prendre en compte les aspects financiers, vous avez face à vous des locataires qui viennent vous voir et qui vous disent « nos droits sont bafoués ». Parce que dans le cadre de la vente à la découpe, un propriétaire doit respecter un certain nombre de droits des locataires. Aucun de ces droits n'a été respecté. Lorsqu'ils étaient respectés, ils utilisaient une autre méthode, l'épuisement. Comment ? En engageant des travaux en milieu occupé, sans tenir compte de la sécurité des locataires et des occupants. Et puis enfin, des politiques d'intimidation permanentes. À cela s'ajoutent des travaux irréguliers, à tel point que, de manière un peu inédite, la ville de Paris a été amenée à verbaliser, ce qui est quand même extrêmement rare, à verbaliser en cours de chantier le promoteur, puisque les travaux qu'il menait étaient totalement irréguliers. Et face à cela, vous ne pouvez pas vous contenter de dire écoutez, la ville ne peut pas faire parce que c'est au-delà de 7 000 € ou 8 000 € du mètre carré. Il y a d'autres considérations en jeu. Qu'est-ce que vous faites de ces locataires, de ces familles, de M. Cachelin qui est avec son enfant, et d'autres, des couples qui ont dû partir finalement, qui ont été épuisés, qui ont dû partir? Il faut leur dire non, c'est 8 000 € du mètre carré, c'est trop cher, la ville ne pourra rien faire pour vous. Vous voyez bien ici qu'il y a d'autres considérations qui nous ont amené l'ensemble de cette majorité à réagir et à mobiliser l'ensemble de nos services. Les services de l'urbanisme, que je remercie dans le cadre de la verbalisation, les bailleurs sociaux de la ville et l'ARIVP qui a été désigné, qui a fait un travail très précieux, puisque ce n'était pas facile techniquement d'acquérir tout cela, et puis naturellement l'ensemble des élus, et notamment Diane Brossat, qui n'est pas là, mais voilà, qui se sont mobilisés, nous nous sommes tous mobilisés pour préserver les droits des locataires et permettre qu'ils restent sur place. Et résultat des courses, je ne sais pas si ça coûte 7 000 €, je ne sais pas si ça coûte 8 000 €, je ne sais pas si ça coûte 9 000 €. Tout ce que je sais, c'est que M. Cachelin va pouvoir réouvrir son restaurant et qu'un certain nombre de familles vont pouvoir rester dans leur logement et que le promoteur en question aura, je l'espère, compris la leçon. On ne respecte les locataires, on ne fait pas n'importe quoi et la vente à la découpe à Paris, on n'en veut pas. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bournazel. Oui, j'avais dit à Monsieur le maire que je souhaitais intervenir une seule fois pour toutes les délibérations, donc je vais me permettre de le faire sur cette délibération qui est assez emblématique peut-être de la politique du logement qu'il faut mener à Paris. Puisqu'on parle du sujet, je vais donner notre position. Nous allons voter évidemment cette délibération parce que, de manière générale, la politique du logement, pardon de le dire, ce n'est ni la réussite exemplaire de Mme Hidalgo et de M. Brossat, de M. Grégoire, qui est parfois surjouée par les uns et les autres, ni l'horreur décriée par Mme Dati et son groupe, et qu'il faut être un peu pragmatique et regarder les choses dossier par dossier. La réalité, par exemple, sur ce dossier, c'est que nous ne sommes pas adeptes, comme vous, de la préemption de manière générale. Mais nous avons toujours dit, j'ai toujours dit, que la préemption devait être utilisée dans 3 cas précis. Premièrement, la lutte contre le logement dégradé, indigne et l'insalubrité. Nous devons reconquérir ces logements pour les remettre au service des Parisiennes et des Parisiens. Et d'ailleurs, j'ai été l'auteur d'un amendement avec un député communiste, M. Peu, qui est aujourd'hui dans la loi, qui permet de réquisitionner de manière définitive les logements des marchands de sommeil définitivement condamnés. Et les premières décisions de justice sont en train de s'appliquer et permettent de reconquérir un certain nombre de logements qui étaient sur le marché de manière inacceptable. Deuxièmement, on peut utiliser cette préemption contre tous ces marchands de sommeil illégaux qui profitent de la misère. Et puis, contre la spéculation, l'hyperspéculation, c'est-à-dire la vente à la découpe. Car dans l'approche de la politique du logement,
il faut être pragmatique, il faut regarder chaque situation. Or là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais été saisi d'ailleurs par Stéphane Cachelin également, comme député parlementaire. J'avais saisi M. Grégoire et M. Brossat de ce sujet, et il m'avait répondu d'ailleurs, nous avons convergé sur la nécessité d'agir. Pourquoi ? Pour protéger les habitants, pour leur permettre de rester dans leur quartier, dans un quartier qui est particulièrement cher. Madame Prémel l'a à juste titre évoqué tout à l'heure, et protéger aussi une certaine idée de ce qu'est le village de Montmartre, c'est-à-dire aussi le maintien de cette diversité sociale et le maintien de la diversité commerciale. Et que là, on n'est pas à armes égales. Et donc, ça nécessite d'avoir un volontarisme politique et donc une action. C'est la raison pour laquelle nous votons cette délibération. Alors, pardonnez-moi d'être un peu long, mais je vais en profiter, comme ça je ne parle plus, je n'ai pas parlé avant sur les autres délibérations. Nous allons voter l'ensemble des délibérations, sauf la délibération DLH 279, sur la rue d'En-Raymond. Je voudrais rappeler simplement, je l'ai dit sur la préemption, pourquoi nous étions pour telle préemption et pourquoi contre sur d'autres. Quand c'est la préemption qui et dont le diffus, et si ce n'est pas une lutte contre l'insalubrité, une lutte contre les marchands de sommeil ou une lutte contre la vente à la découpe et des spéculateurs immobiliers, on pense que cet argent pourrait être plutôt investi dans deux éléments fondamentaux. D'abord, à Paris, je pense qu'il vaudrait mieux utiliser cet argent pour transformer des bureaux usagés qui ne servent plus à l'activité économique en logements. Ainsi, on pourrait densifier certains quartiers sans bétonner Paris et en améliorant l'accès des classes moyennes et des classes populaires au logement dans un certain nombre de quartiers de Paris. Ce n'est pas simple à faire, ça nécessite une véritable stratégie, une nouvelle gouvernance. Nous pouvons aller plus loin, plus vite et plus fort en la matière. Et puis, l'investissement pour l'entretien du parc social. L'entretien du parc social. Car une fois qu'on est rentré dans le logement social, il faut avoir une qualité de vie. Qualité architecturale, qualité énergétique, sécurité. Cela nécessite absolument de l'entretien. Or, comme élus de proximité, je pense que nous sommes tous concernés, nous avons régulièrement, dans le 18e singulièrement, mais à Paris, là où il y a du logement social, beaucoup d'attentes parce que beaucoup de mécontentement sur la qualité de vie qui parfois se dégrade. C'est la raison pour laquelle j'avais lancé au mois de janvier dernier, avec un certain nombre de Parisiennes et de Parisiens, une demande sur l'accélération de la rénovation thermique des logements sociaux à Paris. Il existe à l'intérieur du parc social de la ville de Paris des logements qui ne sont pas dignes. Et ces logements, il faut les traiter en priorité parce qu'ils appartiennent au parc social de la ville, à la ville à travers ses bailleurs sociaux. Et ainsi, on est dans une réponse d'une ville écolo, assumée, qui va plus loin, plus vite et plus fort dans la transformation de ces logements. Et c'est une baisse, évidemment, du coût énergétique. C'est une protection des locataires sur le plan thermique. Et c'est, bien sûr, une priorité sociale et profondément humaine. Car celles et ceux qui vivent dans ces logements indignes dans le parc social, eh bien, ont du mal, évidemment, à comprendre comment les bailleurs sociaux peuvent les laisser dans de telles situations. Voilà notre positionnement. C'est un positionnement qui assume l'idée qu'il faut du logement social à Paris. On n'a pas forcément la même vision et la même stratégie que celle que vous mettez en place. Ça ne veut pas dire que parfois on n'est pas pour et qu'on le vote et dans l'intérêt général, parce qu'il faut du logement social. Mais c'est vrai qu'on peut travailler aussi, et là j'ai une différence avec le maire du 18e, nous pouvons travailler aussi sur une nouvelle stratégie en matière d'attribution des logements sociaux. Il peut y avoir une logique de réservation d'un certain nombre de logements sociaux, pas tous, mais une part, à un certain nombre de métiers dont Paris a absolument besoin dans le service public comme dans le privé. Je pense par exemple à nos policiers municipaux. Si on veut que les policiers municipaux travaillent à Paris, il faut bien les loger. Je pense à celles et ceux qui travaillent dans la petite enfance, je pense à nos aides-soignants, à nos infirmières, je pense à nos enseignants. Ça doit être une priorité de la ville de Paris. Et je pense, et vous l'avez un peu soulevé d'ailleurs tout à l'heure, à celles et ceux qui travaillent dans le privé, dans des métiers difficiles et pénibles, et qui ont des difficultés à accéder au logement social. Il faut leur réserver une part par rapport à leur profession et l'assumer sur une part, pas sur l'ensemble, mais sur une part, sur leur profession pour qu'il y ait de l'équilibre. Bien sûr qu'il y a des attributions pour ces personnes-là, mais globalement, on voit bien qu'il y a un sujet d'attractivité pour ces métiers-là à Paris
qui est liée aussi à des difficultés d'accéder à ce logement. C'est la raison pour laquelle je dis aussi au groupe de Mme Dati qu'il faut du logement social, et être contre par principe le logement social ne fait pas une politique pour Paris. C'est une stratégie, une vision, une méthode qu'il faut mettre en place et après discuter évidemment des modalités. Merci beaucoup pour ces éléments. Je voulais, si ce n'est rassurer, en tout cas redire à Pierre-Yves Bournazel que non seulement nous réservons une partie de nos attributions aux fonctionnaires, et notamment aux fonctionnaires de la ville, mais surtout que nous avons signé au cours du dernier Conseil de Paris avec l'ensemble des maires d'arrondissement d'ailleurs, enfin en tout cas une grande majorité, y compris des élus de tous les groupes, puisque la maire du 9e, la maire du 8e étaient signataires aussi de cette charte, une charte qui vise à faire en sorte que, y compris dans la part congrue, qui est la part de logements attribués par les mairies d'arrondissement, on ait une proportion très significative de fonctionnaires de la ville de Paris pour effectivement répondre à cet enjeu d'attractivité des postes. Gérald Briand voulait rajouter un mot, donc je lui laisse la parole et ensuite on avance. Non, parce que le débat est intéressant et le positionnement est intéressant aussi. Donc je trouve qu'il y a matière à débat et c'est le lieu, à mon avis, pour le faire. Après, j'ai deux remarques quand même, de fond, c'est-à-dire que moi j'entends ce que vous dites, mais je ne vois pas l'interpellation à la même hauteur de l'État, qui aujourd'hui est le principal pourvoyeur. Parce que si l'État ne s'engage pas dans les constructions et n'est pas au soutien des offices d'HLM, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Nous, on peut toujours se réfugier derrière la puissance parisienne, évidemment. Paris, 2 millions d'habitants, centralisé, et donc quand Paris fait quelque chose, il peut le faire, il peut mettre la main à la poche. Mais pour les autres, c'est pas vrai. Donc du coup, c'est quelle vraie politique. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, il y a un désengagement de fonds structurel de l'État dans le cadre du logement social. C'est ça qui est en train de se passer. Donc moi, je veux bien cette explication et je veux bien cette présentation, mais si on oublie la part État, ça ne fonctionne pas. Et si on laisse juste aux villes, alors, et je ne vous raconte pas, les villes qui n'ont pas de moyens financiers, alors elles, carrément, elles n'ont plus qu'à pleurer, quoi. Parce qu'elles, pour leurs fonctionnaires, elles n'auront jamais les moyens de pouvoir construire des immeubles. C'est pas possible, elles n'auront pas les fonds. Donc ça fera que Paris sera privilégié par rapport aux autres. Ce qui pose un petit problème quand même de fait, quoi. Même si je serais content d'être parisien, mais quand même, il faut aussi que Paris, on pense un peu aux autres. Après, sur la question des fonctionnaires de la ville, c'est vrai, c'est un levier. C'est un levier. Nous, on s'est posé la question sur la caisse d'école, notamment dans le cadre de... On recherche, on va avoir près d'une vingtaine de cuisiniers à recruter, métier en tension. Voilà. Est-ce que nous, on ne commence pas à regarder ça et puis on peut se dire, tiens, pourquoi pas aller voir même dans le domaine de la ville, c'est-à-dire les appartements de fonction, et pourquoi pas aller jusqu'à là. Donc on s'est posé cette question. Après, il y a, par rapport aux demandeurs de logement, nous, aujourd'hui, il y a deux systèmes. Quand vous rencontrez des demandeurs de logement, vous avez ceux qui sont de la ville et ceux qui ne sont pas de la ville. Et aujourd'hui, les demandeurs de logement qui sont parmi les employés municipaux sont privilégiés. Leur délai, aujourd'hui, est plus réduit. De fait, ça existe. Nous rencontrons régulièrement en assemblée. On a de toute façon ça. Donc ça existe. On le fait. Ça. Moi, je suis content de le faire. Je ne me sens pas complètement à l'aise avec ce système. Parce que normalement, c'est quand même, je suis désolé de le dire, mais un demandeur de logement doit avoir la même chance, quelle que soit sa situation professionnelle. Aujourd'hui, on a décidé et on assume de faire un critère sur critères sociaux, vous avez une notation et en fonction de la situation de chacun, mais sur le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, cette question est intéressante et doit questionner les élus sur qu'est-ce qu'ils ont à faire et qu'est-ce qu'ils ont à choisir, mais c'est pas si simple. Voilà. C'est juste pour amener ce petit élément d'éclairage. Merci beaucoup pour ces éléments. Si on élargit le débat, et je pense que Gérald Briand a raison de le faire, je rajouterai un élément qui devrait être au cœur de l'ensemble des discours des responsables politiques et surtout des politiques menées, en l'occurrence essentiellement par l'État. C'est celui de l'immense scandale, qui est un scandale de toute la République, qui est la non-application revendiquée, visible, nette par un nombre très important de maires, notamment des communes les plus aisées, de la loi SRU. Et je considère que le refus
revendiquée d'un nombre très important de maires, notamment de l'ouest de la région parisienne, de construire du logement social, comme la loi de la République les y oblige, est un scandale. Et ça rend absolument inaudible tous les discours politiques sur la mixité. Parce qu'aujourd'hui, on dit il ne faut pas attribuer de logements à des pauvres dans les quartiers populaires. Why not? Mais on n'impose pas la construction de logements dans les quartiers bourgeois. Alors on fait comment? Et donc je trouve qu'il y a une facilité de discours, une hypocrisie, exactement, Karine Roland a utilisé le mot, dans une partie très conséquente du champ politique, disons-le essentiellement quand même à droite, en allant de la Première ministre à la présidente de région, à mettre en cause la ghettoisation du pays et à soutenir la ghettoisation des quartiers les plus riches de notre pays. Et je trouve que, alors évidemment, non, c'est facile d'en parler comme ça à Paris, Gérald Briand l'a dit, on a des moyens. Donc on peut imposer à la maire du 7e, au maire du 16e, de la construction de logements sociaux. Et on peut relativement avancer, encore que les équilibres ne sont pas encore atteints, loin s'en faut. Mais quand même, parler de logement sans jamais parler de la loi SRU, c'est quand même, moi, ce qui m'étonne le plus dans les discours que j'entends sur cette question. Et franchement, cette espèce d'hypocrisie qu'il y a à fustiger à juste raison les ghettos des uns, tout en soutenant avec une puissance de l'amour de l'entre-soi les ghettos des autres, m'apparaît la raison essentielle de la crise aujourd'hui de la République. Et s'il y a une crise dans la République aujourd'hui, c'est justement parce que l'entre-soi, subi par les uns, souhaité par les autres, est protégé par une part trop importante des responsables politiques. Et si vraiment on voulait être sérieux sur les questions du logement, on poserait d'abord la question de l'application de la loi SLU, qui est une loi. Il faut appliquer toutes les lois. Il faut vraiment... mais alors les maires délinquants, aucune importance. C'est extrêmement frappant à quel point ce sujet, qui est le cœur du sujet de la République, est absent des débats de la politique nationale. Et je trouve ça facile. Et comme maire du 18e, je constate à quel point c'est dévastateur pour l'esprit républicain. Et je pense qu'il faut que la classe politique, les décideurs, parce que les décideurs, c'est pas que les politiques, hein, parce que vous ne trouverez pas beaucoup de journalistes qui revendiquent le fait de construire du logement social dans leur quartier, et encore moins de patrons. Je pense que tant que ce sujet-là ne sera pas au cœur du débat politique, alors on fera semblant de faire de la politique du logement. Et moi, j'aime pas faire semblant, j'aime bien faire, et j'adore voter pour cette délibération pour la rue Robert-Plantec, et donc je vais la mettre aux voix, qui est pour, qui est contre. Elle est adoptée, je vous en remercie. Alors, on parlait justement d'activités de soutien à la rénovation environnementale, et c'est parfait, la parole est à Éric Ehlers. Merci Monsieur le maire. Effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe tous, qui préoccupe nos concitoyens. C'est la raison aussi de mes interrogations auprès de Monsieur Gonzalez et le souhait que nous avons, qui est partagé, que cette dimension apparaisse clairement sur les éléments de décision qui sont portés à notre connaissance. Les objectifs généraux qui apparaissent dans cette communication, tout le monde s'accorde dessus. Les problématiques sont réelles, et notamment celle de la chaleur en été, qui est de plus en plus présente. Alors, Monsieur Gonzalez, je vous avais transmis quelques éléments. Auriez-vous des réponses concernant l'état des lieux du parc de logements sociaux du 18e? Est-ce que vous avez un aperçu qui permettrait de savoir si nous sommes dans les clous ou si nous avons encore beaucoup de travail à faire? Et d'autre part, s'il y a des objectifs plus précis et quantifiés, ce qui n'apparaît pas vraiment dans cette communication, si vous avez les réponses, et je reprendrai mon discours. Mario. Alors, j'ai quelques éléments à vous transmettre en ce qui concerne la rénovation énergétique du parc social parisien. En commençant par dire que la ville de Paris est peut-être l'une des seules villes en France qui, aujourd'hui, respecte les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement en matière de rénovation énergétique du parc social.
si ce n'est la seule, à savoir 5 000 logements par an rénovés, réhabilités. Et on maintient le cap. Donc c'est quand même exemplaire parce que, pour vous donner une idée, ça, financièrement, vous qui aimez les chiffres, M. Ehlers, ça a un sens. La ville a dépensé 17 millions d'euros à peu près, 60 millions d'euros de subventions pour la réhabilitation thermique. L'État avait une subvention de 17 millions en 2021, elle est passée à 3 millions en 2022. Et c'est des chiffres, oui, je vous regarde vous, parce que c'est vous qui me posez la question, mais de mes petits coins de l'œil, je regarde évidemment également M. Bournazel, bien sûr. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça a une traduction. Et donc, la volonté politique et financière, par définition, de la ville sur la réhabilitation et du parc social est extrêmement important. Je rajouterai un élément aussi très important, parce qu'on a souvent été sollicité, notamment par M. Bournazel, sur certaines résidences qui vivent mal, notamment d'un point de vue thermique. Et vous rappelez que la réhabilitation thermique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, coûteux et complexe, qu'on a hérité, on a un parc social qui est très vieillissant, parfois des années 30, des années 20, et donc on ne peut pas tout rénover en même temps. On aimerait tous pouvoir le faire, mais pour ça il faudrait un État stratège et qui nous donne les sous, nous ne l'avons pas. Donc il faut que nous fassions aussi avec les moyens qui sont ceux de la ville et y aller progressivement. Et c'est vrai que par exemple dans le 18e, aujourd'hui nous avons le 250 Marcadet qui fait l'objet d'une très belle réhabilitation qui est quasiment achevée, et nous avons Charles Hermite et nous l'espérons ensuite les HBM de la Porte Montmartre. Nous sommes tous de fervents militants pour que les HBM de la Porte Montmartre puissent bénéficier de ces réhabilitations. Ce sera le cas, mais voilà, malheureusement, nous ne pouvions y aller que par étapes. Maintenant, je réponds à votre question sur les quelques chiffres. Décidément, c'est une soirée chiffres aujourd'hui. Pour vous rappeler les objectifs qui sont finalement ceux, et ma collègue Anne Clairvaux pourrait vous en dire autant, qui sont les objectifs du plan climat. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que la ville de Paris vise une neutralité carbone en 2050. L'objectif est toujours le même, 5 000 logements rénovés par an, on s'y tient. Moins 35% de consommation d'énergie sur l'ensemble du parc social à l'horizon 2030. Pour l'instant, on pourrait y arriver. Moins 50% à l'horizon 2050. Et 20% de l'énergie consommée par les Parisiens sera produite localement en 2050. Voilà pour les objectifs. En ce qui concerne les logements à Paris, vous avez 715 groupes immobiliers qui ont bénéficié d'une réhabilitation, soit 63 201 logements, 3 milliards d'euros d'investissement, avec 670 millions d'euros de participation de la ville. J'insiste vraiment sur ces chiffres parce que voilà, la volonté politique aussi, elle s'est traduite par le porte-monnaie. On ne peut pas dire que celui de l'État soit très actif en ce moment sur cette question. Et voilà, voilà quelques chiffres. Je pourrais vous en donner d'autres. Il y a pas mal de chiffres qui sont même publiés sur ce qui est mené dans le parc social pour la réhabilitation thermique du parc social. Mais j'insisterai vraiment sur la réhabilitation de Charles Hermite, qui, elle, est exemplaire. Je vous rappelle que, généralement, en moyenne, à Paris, sur la réhabilitation thermique, on est entre 60 000 et 70 000 euros par logement d'investi. C'est quand même beaucoup. Sur Charles Hermite, on est à plus de 80 000 euros. Voilà, donc c'est vraiment une réhabilitation inédite et c'est sans aucun doute la réhabilitation thermique l'une des plus importantes actuellement sur le territoire français. C'est 1250 logements qui vont être réhabilités. Voilà. Merci beaucoup Mario pour ces éléments. C'est vrai qu'on a toujours tendance, et nous tous, à regarder les politiques parisiennes comme une bulle. C'est vrai parfois aussi que se comparer aux autres, ça permet de remettre les pieds sur terre. Et en matière de politique de logement, que ce soit de création de logement, d'acquisition de logement ou de réhabilitation du logement, aucune collectivité de France et très peu de collectivités d'Europe arrivent à la cheville de ce que nous arrivons à faire. Et je rappelle que nous le faisons d'abord sans soutien significatif de l'État, Mario l'a dit, et avec une autre règle, qui est une règle sans doute excellente de finances publiques, mais enfin qui contraint quand même, puisque nous, je vous rappelle, n'avons pas le droit d'endetter la ville de Paris pour faire autre chose que de l'investissement. Et donc l'État, lui, il s'endette pour payer son fonctionnement du matin au soir. Nous n'avons pas le droit. Et les communes, les collectivités locales sont obligatoirement, et c'est peut-être une très bonne chose, à l'équilibre. Et donc nous maintenons l'équilibre de la ville de Paris et nous parvenons quand même à investir absolument massivement. Et je crois qu'on a bien raison de le faire. Monsieur Ehlers. Merci pour ces éléments.
Effectivement, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on ait un état des lieux régulier de l'avancement, peut-être de manière très synthétique, avec cette fameuse étiquette énergie qui s'impose maintenant de A à G, et qu'on puisse voir comment se répartit le parc selon les étiquettes. C'est ça qui me semblerait plus parlant. Il y a un point important qui est celui de la végétalisation dont il est question. C'est d'ailleurs un point sur lequel nous nous sommes rejoints. Et de manière générale, par rapport à ce que vous avez dit, nous n'avons pas aucune opposition de principe. Au contraire, nous sommes parfaitement en phase avec vous sur le principe d'investir dans cette rénovation qui profite non seulement à la planète, à notre économie, puisque nous importons moins d'énergie fossile, et puis surtout aux habitants qui peuvent baisser leurs charges et vivre de manière plus confortable. D'autant plus que les rénovations donnent lieu aussi souvent à des améliorations sur le confort des logements. J'espère que la question de la végétalisation et de la création d'îlots de fraîcheur marque un engagement à ne pas détruire de jardins d'ensemble sociaux pour densifier, comme ça a été voulu à une époque dans certains ensembles où l'on voulait profiter de l'existence de jardins pour créer des logements sociaux dans les jardins d'ensembles sociaux, ce que nous contestions. Voilà. Nous souhaitons donc que l'effort soit amplifié, et là-dessus, nous pensons que l'argent public est bien investi quand on l'emploie pour l'environnement et le confort des habitants. Voilà. Petite bémol quand même, je vois qu'il y a encore du gaz dans les exemples cités, ce qui fait un petit peu désordre dans le contexte que l'on connaît. Je vous remercie. Alors, un tout dernier mot de Mario Gonzalez, et puis on va passer aux voix, puisqu'après on va reparler rénovation énergétique, mais pour le coup dans les copros. Mais ça, c'est la suivante. Vous, c'est la délibération suivante, je pense. D'accord, eh bien allez-y alors. Excusez-moi, je vous avais noté que sur la 327, mais allez-y. Merci, Monsieur le maire. Alors justement, avec Pierre Bournazel, nous avons été alertés vendredi. C'est la raison pour laquelle j'interviens là-dessus, et en particulier, c'est sur Charles Hermite. Donc ça va intéresser Monsieur Mario Gonzalez. On nous signale, alors je ne sais pas si dans toute la résidence Charles Hermite, mais en tout cas, c'est au 4 rue Gaston Darboux, il n'y a pas de chauffage. Et à tel point que dans certains logements, on est à 16 degrés. Paris Habitat a été alerté. Il semblerait qu'ils soient un peu démunis, puisque des agents de Paris Habitat ont proposé aux locataires de leur prêter du chauffage électrique, des radiateurs électriques. Les locataires ont refusé au motif que ça va leur coûter de l'argent d'électricité. Donc voilà, je voulais vous le dire, parce que, pour tout Charles Hermite, je ne suis pas certain, mais en tout cas pour le 4 rue Gaston Darboux, oui. Voilà, je l'ai déjà dit, mais parce que comme il y a 2 SMS, voilà. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, c'est très bien que l'on fasse de la rénovation dans ce secteur, qui en a bien besoin, mais enfin, là, pour l'instant, il y a des personnes, et des personnes âgées, qui ont froid. Voilà. Merci beaucoup. On va regarder ça de près, mais je propose qu'on mette aux voix cette délibération, et puis on revient de toute façon sur la rénovation environnementale dans la délibération d'après, donc tu pourras répondre en même temps à la question, aux 2 questions de Christian Doré. Donc sur la DLH 326, donc soutien à la rénovation environnementale du parc de logements sociaux, qui est pour? Je sais pas. Ah ok, alors c'est une communication, très bien. Donc on passe à l'activité de soutien à la rénovation environnementale des copropriétés, et la parole est à Christian Honoré, puis à Éric Ehlers. Oui, alors merci Monsieur le maire. Donc on va voter cette délibération qui est fort utile. Simplement, je ne sais pas si ça concernait ma résidence qui en a bénéficié, et c'est un dispositif très important. La ville a beaucoup investi, sauf que il y a des problèmes me dit-on, de communication
parce que beaucoup de copropriétaires ne sont pas au courant de ce dispositif, et j'en suis témoin. Par exemple, beaucoup de copropriétaires ne savent pas que lorsqu'il y a de tels travaux, on est exonéré pendant 3 ans de la taxe foncière. Et lorsque les copropriétés et les conseils syndicaux sont alertés, c'est très difficile. Donc il y a un problème de communication, un problème d'investissement. Il faudrait que la mairie de Paris fasse encore plus d'efforts et investisse beaucoup plus pour justement aider les copropriétés privées à entrer dans ce dispositif. Voilà. Et les montants alloués, bien entendu, devraient être massivement augmentés, puisque, en effet, parler de la rénovation et de la rénovation environnementale, c'est extrêmement important. Voilà. Nous voterons cette délibération avec les précisions que j'ai émises. Merci beaucoup. Éric Ehlers. Pardon ? Merci, Monsieur le maire. Pour nous, cette communication montre qu'il y a une politique qui va dans le bon sens. Évidemment, on peut toujours faire mieux, mais là aussi, nous avons un grand accord avec ce qui est fait, et notamment le fait de le faire en faveur des copropriétés, puisque les propriétaires ne sont pas tous des nantis, et le fait de les accompagner, ce qui est essentiel, outre de les aider s'ils en ont besoin, s'ils ne sont pas dans des situations sociales qui leur permettent de financer des travaux qui sont souvent très coûteux, va dans le bon sens. La communication fait état d'une hausse, même d'une explosion, elle emploie ce terme, sur les inscriptions dans les dispositifs comme Coach CoPro. Elle se justifie bien évidemment par l'interdiction de la mise en location ce que l'on appelle les passoires énergétiques. Donc ceux qui ont actuellement les étiquettes G, les fameuses étiquettes G+. Voilà. Le fait d'intervenir permet aussi, et là ça rejoint votre préoccupation qui est aussi la nôtre, de pouvoir loger des gens qui sont locataires et qui se retrouveraient sinon exclus puisqu'il y aurait une présomption d'insalubrité pour ce type de biens. Donc, permettre de les rénover, permettre de les maintenir dans le parc locatif. Faire une rénovation énergétique, c'est très complexe à mettre en œuvre et cela suppose un conseil syndical très motivé, très rigoureux et très compétent. On assiste donc probablement à une sorte d'écrémage où ce sont les copropriétés les plus performantes qui rentrent dans le dispositif. Celles dont le conseil syndical est plus passif n'ira pas forcément. J'aurais juste un bémol par rapport à ce qui est indiqué dans la communication. Les auteurs, les rédacteurs de cette communication estiment qu'un levier important est celui des syndics. J'en suis beaucoup moins convaincu. Je pense que déjà les syndics ont beaucoup à faire avec la gestion du quotidien, mais si on leur demande d'être force de proposition sur la rénovation énergétique, je crains qu'on ait beaucoup de déconvenus, à moins qu'il n'ait une motivation particulière, mais ça supposera un dispositif très différent. Voilà. Donc je pense que ce dispositif est à inventer et que le grand défi qui nous attend, c'est celui des copropriétés modestes, pour lesquelles l'accompagnement devra être beaucoup plus important, parce que c'est vraiment se lancer dans une opération de rénovation énergétique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lourd. Voilà, donc je me joins à l'approbation sur les dispositifs qui existent, tout en vous faisant part de ces éléments de perspective. Je vous remercie. Merci. Émile Meunier, puis Mario. Un mot rapide pour rappeler l'enjeu sur les copropriétés privées. Grâce à ce dispositif, qui a une très très forte montée en puissance, notamment cette dernière année, et ça c'est dû et grâce à l'action de communication menée par la ville, par les mairies d'arrondissement, etc. On est environ à 2000
logements rénovés par an. Avec cet axe de communication, on espère être à 4 000 logements rénovés par an. Pour respecter les accords de Paris, à partir de 2030, nous devrons être à 40 000 logements par an. Donc ça veut dire passer de 2 000 à 40 000, fois 20. Je sais que la direction du logement et de l'habitat y met beaucoup d'énergie. Je sais que l'Agence parisienne pour le climat y met énormément d'énergie. On a mis en place des dispositifs qui vont permettre, grâce à cette communication, grâce à la sensibilisation des entrepreneurs du bâtiment et des syndics, et les syndics qui sont aussi là pour pouvoir informer les gens qui habitent dans les immeubles dont ils ont la charge, et c'est un levier pour pouvoir faire passer le message. Et avec tous ces dispositifs, on devrait pouvoir, moi je le crois, atteindre les 10 000 logements par an assez rapidement. Mais pour pouvoir passer à 40 000, nous les écologistes, on dit qu'il va falloir former massivement des personnes pour faire ces travaux, tout corps de métier. De l'ouvrier à celui qui fait le DPE, à l'architecte ou à l'historien du patrimoine, puisqu'à Paris, quand on va rénover, souvent c'est des bâtiments patrimoniaux importants. Et donc, il va falloir aussi faire un choc d'offres, de métiers qui vont pouvoir exécuter tous ces travaux. Et les écologistes, nous défendons la création, nous le disons souvent, et c'est l'occasion de le rappeler, j'en profite, la création d'une grande école métropolitaine, parce qu'évidemment ça se joue à ces échelles-là, des rénovations, des métiers de la rénovation thermique. Une grande école métropolitaine des métiers de la rénovation thermique, pour pouvoir former massivement toutes les personnes qui, de bas en haut ou de haut en bas dans ces métiers-là, peuvent faire avancer la cause. Nous l'avons mis dans le plan climat, nous le défendrons au prochain budget. Je crois que ça peut être vraiment un projet enthousiasmant. Il existe l'EVIP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, et peut-être que sur cette base-là, je n'ai pas d'idée préconçue, mais avec une forme de préfiguration, peut-être une autre école, nous pouvons créer ce projet, je pense, enthousiasmant pour les générations à venir, pour les objectifs à atteindre, quelque chose de positif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mario. Merci, Monsieur le maire. Merci pour toutes ces interventions sur des sujets qui sont passionnants et d'actualité. Juste pour revenir en ce qui concerne le parc social, effectivement, je n'ai pas répondu sur l'étiquette énergétique pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles sont en train d'être refaites, puisque, comme vous le savez, le DPE a évolué, il est plus sévère, et donc on n'a pas aujourd'hui un panorama. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, mais ce n'est pas un scoop, c'est que le parc le plus ancien du parc social parisien et très souvent dans la catégorie F ou G. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de bailleurs ont revu leur programme de réhabilitation. Je pense notamment à un immeuble que nous connaissons tous très bien, qui est rue des Portes Blanches, qui appartient à 3F, qui au départ devait être réhabilité, puis finalement ne devait plus être réhabilité, et suite au nouveau DPE, et va être à nouveau réhabilité. Nous avons désigné d'ailleurs l'équipe de maîtres d'œuvre récemment. Voilà. En ce qui concerne Éco Rénovons Plus 2. Alors déjà, merci Monsieur Honoré de rappeler que l'augmentation de la taxe foncière votée par le Conseil de Paris était accompagnée effectivement de cette exonération dès lors qu'il y a une réhabilitation thermique. Merci de rappeler cette exception parce qu'elle est importante. Et en ce qui concerne la communication, là pour le coup, Monsieur Honoré, je vous trouve un peu sévère puisque pour le coup, la ville a beaucoup communiqué et va continuer à le faire. Les mairies d'arrondissement communiquent aussi beaucoup. Nous avons organisé, rien qu'à dans cette mairie d'arrondissement, de nombreuses réunions publiques qui ont toutes eu énormément de succès. Et d'ailleurs, il y a à peine 2 semaines, j'étais avec l'APC et on programme à nouveau toute une série de réunions pour informer du dispositif. Par ailleurs, je vous trouve aussi très sévère sur la ville en ce qui concerne ses efforts financiers, puisque ce sont quand même au total 60 millions d'euros qui sont sanctuarisés pour le dispositif d'Éco Rénovons 2. Donc c'est quand même une somme importante. Et là, curieusement, je ne pourrais pas vous dire que l'État ne joue pas le jeu, puisque nous avons un protocole qui a été signé avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui abonde à 121 millions d'euros. Ce qui illustre bien d'ailleurs une philosophie du gouvernement, on aide la copropriété et on laisse le parc social se dégrader. Bien. Par ailleurs, en ce qui concerne les syndics, vous avez raison, les syndics
ont du mal à s'adapter. On sent qu'il y a quand même une évolution. Néanmoins, je rappelle, et c'est la force d'Éco-Rénovons, c'est que Éco-Rénovons peut être mis en place et lancé par les copropriétaires eux-mêmes, même lorsqu'ils ne font pas partie du conseil syndical. N'importe quel copropriétaire peut écrire à Coach Copro pour justement saisir l'agence parisienne du climat. Et effectivement, je finirai par le fait qu'on note, et c'est vrai que la législation y est pour quelque chose, on note une montée en puissance importante de ce dispositif, et nous allons, nous, avec l'APC à la mairie du 18e et à la demande du maire, travailler notamment sur l'axe Marx-Dormois-La Chapelle. Et d'ailleurs, si vous regardez les documents qui sont annexés à la délibération, vous verrez que c'est un axe qui n'est pas le plus sollicité. Nous allons y travailler et essayer d'accompagner les copropriétés qui auraient du mal, y compris avec le travail dévoué, sérieux, de l'Agence parisienne du climat, que je salue. Merci beaucoup. Illustration, s'il en était besoin, qu'une politique de logement, c'est tout en même temps. Construire, réhabiliter, recréer de la fluidité, soutenir les bailleurs et bien sûr aussi être aux côtés des copropriétaires, en tout cas les copropriétaires occupants et ceux qui louent dans des conditions acceptables, pour permettre que peu de logements quittent le marché. Et si on fait qu'un bout de ça, en fait, c'est comme si on faisait rien. Parce que la crise du logement est tellement importante que si on ne fait pas tout ça en même temps, en fait, c'est comme si on arrosait le sable. Il faut faire tout et tout en même temps, et c'est ce qui rend Paris spécifique, notamment par rapport à nos homologues de beaucoup de villes de France. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la politique du logement à Paris aujourd'hui est regardée par nos homologues européens, comme l'est par exemple la politique du logement de la ville de Vienne, qui est la grande ville européenne qui, sur ces questions-là, a très longtemps été la plus active, la plus innovante et la plus ouverte. Et je pense que nous la rattrapons, et j'en suis immensément fier. Et donc, on était sur la présentation, donc il n'y a pas de vote, et donc on en passe à l'approbation des comptes rendus annuels des traités de concession, et la parole est à Eric Ellers. C'était juste pour signaler un vote contre. Merci. Si, donc je la mets aux voix, qui est pour, contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et enfin, 89 rue Lamarck, là encore, acquisition. Monsieur Ellers. Oui, merci, monsieur le maire. Est-ce que notre rapporteur a des réponses aux questions que je lui ai transmises, à savoir de savoir quelle est la surface utile des lots préemptés au 89 rue Lamarck, les typologies de logements, de savoir si l'immeuble possède un ascenseur, ainsi que les fameuses étiquettes énergétiques, puisque là, je crois que nous avons des éléments. Merci, monsieur. Pardon. Excusez-moi, madame la maire. Oui, avec grand plaisir. Oui, je suis heureux que vous interveniez sur cette délibération, parce que le 89 rue Lamarck, c'est pareil, de la vente à la découpe. Voilà, qui nous a été signalée et pour laquelle la ville, encore une fois, a réagi. Et nous avons pu obtenir la préemption et la revente à Aximo, qui est un bailleur spécialisé dans la gestion de logements sociaux dans le diffus. Alors là, oui, je peux vous apporter des éléments de réponse, puisque j'ai suivi vraiment de près ce dossier et les locataires, et je me suis moi-même déplacé dans l'immeuble pour rencontrer ces locataires. Alors, je ne peux pas vous donner des réponses précises sur certains points. Néanmoins, je peux vous dire que l'immeuble, qui est un immeuble plutôt bien entretenu, même très bien entretenu, dispose d'un ascenseur. Je peux vous dire que la typologie des logements est entre le 2 pièces et le 3 pièces, que les quelques DPE disponibles, puisqu'il n'y avait pas forcément toujours de DPE disponibles dans ces logements, révélaient un classement F ou G. Voilà en ce qui concerne, mais je voulais surtout saluer ces locataires qui se sont mobilisés pour lutter contre cette vente à la découpe, et là encore saluer la réactivité des services de la ville qui ont permis de mettre un terme à cette vente à la découpe et de permettre, là encore, à des familles, à des personnes âgées, à des personnes retraitées aussi, de rester dans cette belle adresse et dans ce bel immeuble. Nous nous en réjouissons. Merci Mario. Alors on passe au... Non, je voulais juste reprendre, comme dans la logique que nous avions, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Donc pour répondre... Si vous en êtes d'accord. La logique de répondre après à M. Gonzalez, d'accord, très bien. Oui, excusez-moi, c'était quand on a abordé les délibérations logement, je posais les questions et ça permettait de réponse. Mais rassurez-vous, je serai très bref. Voilà, donc
moi, je trouve que c'est en effet intéressant d'avoir des éléments sur le contexte, et ça n'apparaît pas dans les exposés des motifs. Voilà, donc, il est parti, M. Bournazel, mais c'est vrai que chaque élu peut avoir ses critères, et ces éléments-là, je pense qu'il faudra également les intégrer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des éléments sur les surfaces? Parce que dessus, il est indiqué 507 mètres carrés, qui serait la surface de l'immeuble entier, donc ça voudrait que la surface serait moindre. Et ça nous si on utilise donc cette surface qui est quand même maximale, là aussi, désolé pour les chiffres, mais ils sont parfois un peu têtus et peu plaisants, à savoir qu'on est à plus de 10 000 euros, on est plus près du 11 000 euros du mètre carré. Alors si c'est en plus dans le cas de vendre à la découpe, est-ce que la ville n'a pas les moyens quand même, surtout dans le cas d'une préemption, de faire baisser l'addition? Ça nous semble beaucoup trop cher en tout cas. Voilà, même si on peut avoir de la compassion pour les locataires qui sont dans cette situation. Et donc, nous ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie. Parfait. Alors, je la soumets au vote. Qui vote pour cette délibération? Qui vote contre? Abstention. Elle est donc adoptée. La DU 154 n'a pas fait l'objet de demande d'intervention. Nous passons maintenant à la DSOL 119, après avoir terminé les délibérations logement. Merci Mario, merci à vous pour ce débat.